Est-ce qu'on peut vraiment, mais alors vraiment, se fier à ce qu'on croit être des évidences? Dans tout ce qu'on vit, qu'est-ce qui tient bon face aux doutes, face au temps qui passe? Bienvenue dans cette nouvelle exploration ensemble. Aujourd'hui, on plonge dans la pensée assez fascinante du vénérable moine Gun Maeng Seo-jin à travers des passages de son livre Je suis ici et maintenant. Le but, comprendre comment il cherche à identifier une vérité vraiment fiable, une base solide pour voir la réalité autrement, selon la perspective bouddhiste qu'il nous présente. Oui, c'est une quête essentielle qu'il propose. Et pour ça, dès le départ, le Vénérable établit des critères, très précis même, on pourrait dire exigeants, pour définir ce qu'est une vérité, une vraie vérité pour lui. Ce n'est pas juste une croyance ou une opinion comme ça, non. Pour lui, une vérité doit cocher 3 cases, en quelque sorte. Toutes les 3. D'abord, ça doit être une expérience directe. Chacun doit pouvoir la vivre, la vérifier par soi-même. C'est la base. D'accord, l'expérience personnelle directe, ça c'est le premier point. Exactement. Deuxièmement, cette expérience, elle doit être universelle, ou disons collective. Ce n'est pas juste mon petit truc de mon coin, non. C'est quelque chose que, potentiellement, tout le monde peut expérimenter. Individuel et universel à la fois. Mhm. Et la troisième condition? Et la troisième, c'est peut-être la plus radicale, elle doit être immuable, absolument constante, ne jamais changer, quoi qu'il arrive. Expérience directe, universelle et immuable. Ah oui, effectivement, le standard est très très élevé. J'imagine que peu de nos vérités habituelles vont passer ce test. C'est exactement ça. C'est un filtre très fin. Alors justement, testons quelques affirmations qui nous paraissent souvent évidentes. Voyons ce que ça donne avec ces critères, comme le fait le moine dans son livre. Par exemple, cette idée toute simple. Ce monde existait avant ma naissance et il existera encore après ma mort. Ça sonne factuel, non? Presque scientifique. Absolument, ça paraît être du solide, du bon sens même. Pourtant, si on applique les critères du Vénérable à la lettre, Oui. eh bien, cette affirmation, elle ne tient pas comme vérité expérientielle. Pourquoi? C'est simple en fait. Moi, individuellement, je ne peux pas faire l'expérience directe du monde tel qu'il était avant que je naisse. Bah non, forcément. Voilà. Je peux lire des livres, on peut me raconter, je peux voir des traces, des fossiles, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas mon expérience vécue directe de cette époque-là. Impossible. D'accord. Et pour l'après-mort, c'est pareil, j'imagine. Exactement pareil. Je ne peux pas faire l'expérience du monde tel qu'il sera après ma propre mort. Je peux l'imaginer, bien sûr, faire des projections, des déductions, mais l'expérience directe, non. Par définition, elle m'est inaccessible. Le moine précise d'ailleurs, je peux faire l'expérience du monde avant la naissance de quelqu'un d'autre, ou après la mort de quelqu'un d'autre. Ça oui, mais pas pour moi-même. Ah, c'est subtil ça, la différence entre observer le cycle des autres et son propre cycle. Tout à fait. Donc, cette affirmation sur le monde avant-après moi, elle dépasse les limites de mon expérience personnelle possible. Elle repose sur quoi alors? Sur la confiance, sur des raisonnements, sur ce que la société nous dit, mais pas sur l'expérience directe, complète, individuelle requise par le Vénérable. C'est juste, logique, oui, si on accepte cette définition très stricte de la vérité, basée sur l'expérience, ça nous force à bien distinguer ce qu'on vit vraiment de ce qu'on croit savoir ou qu'on déduit. C'est un exercice intéressant. C'est un exercice de lucidité en quelque sorte. Allons plus loin. Une observation quasi quotidienne, universelle pour le coup. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Là, on est en plein dans l'expérience partagée, non? Tout le monde voit ça. Oui, c'est une expérience très largement partagée, on est d'accord. Elle semble cocher la case de l'universalité. Enfin, dans notre monde actuel tel qu'on le connaît. Actuel. Vous mettez une nuance là. Oui, parce que le Vénérable Gun Maeng Seo-jin, il pointe 2 problèmes majeurs justement par rapport à ces critères. Le premier, ça touche l'immuabilité. Est-ce que c'est une vérité éternelle, ça, gravé dans le marbre pour toujours? Ça a l'air depuis qu'on observe le ciel. Peut-être, mais qui peut garantir que la rotation de la Terre, qui est la cause de ce phénomène, va rester exactement la même pour l'éternité? Le moine nous rappelle que rien n'est absolument permanent. Des changements, même cosmiques, même s'ils sont hyper improbables, à notre échelle de temps, sont possibles en théorie. Donc ce qu'on observe, c'est une régularité, pour l'instant, pas une loi immuable pour toujours.
C'est une réalité actuelle, une réalité qui, fondamentalement, est changeante, comme tout le reste. Ce n'est pas une vérité absolue, immuable au sens strict du vénérable, même si ça dure depuis des milliards d'années. D'accord. C'est vertigineux comme perspective. Même une régularité aussi fondamentale n'est pas immuable au sens absolu. Et le deuxième problème qu'il soulève. Le deuxième point, c'est lié à l'expérience directe et continue. On observe bien le soleil se lever là-bas, à l'est. On le voit traverser le ciel. On le voit disparaître là-bas, à l'ouest. D'accord, mais... Et après? Pendant la nuit? Il continue sa course, sous nos pieds, ou autour. Enfin, le modèle héliocentrique, quoi. Voilà. On le sait grâce à nos modèles, à notre compréhension intellectuelle. Mais est-ce qu'on observe directement son trajet nocturne pour le voir réapparaître à l'est? Non. Notre observation directe est interrompue. Ah oui, c'est vrai ça. On ne le voit pas revenir. On fait confiance au modèle, à la déduction. Précisément, il y a une rupture dans l'observation directe et continue. On complète le tableau par la pensée, par la théorie. Donc, même cette affirmation si banale, le soleil se lève à l'est, elle ne satisfait pas complètement les critères très stricts d'immuabilité et d'expérience directe complète et continue. C'est fou comme cette approche déconstruit nos certitudes les plus ancrées. On se rend compte à quel point on fonctionne sur des déductions, des croyances admises. C'est une invitation à regarder de plus près ce sur quoi reposent nos connaissances. Alors, allons encore plus loin dans le subjectif. Cette question très philosophique. Ce que je vis là, maintenant, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que je suis en train de rêver? Comment le vénérable analyse ça? Question classique, en effet. Et là encore, le constat du moine est déstabilisant. Il note que l'expérience elle-même, au moment où on la vit, ne nous donne pas de clé infaillible pour savoir si c'est un rêve ou la réalité. Ah bon? Pourtant, les rêves sont souvent bizarres, non? Parfois oui, mais pas toujours. Et même quand ils sont bizarres, pendant qu'on rêve, ça nous semble souvent parfaitement logique, cohérent, dans la logique du rêve justement. On peut ressentir des émotions très fortes, des sensations très vives, parfois même plus intenses que dans l'état de veille. C'est vrai. On peut avoir très peur dans un cauchemar, par exemple. Tout à fait. La distinction nette entre rêve et réalité, elle n'apparaît clairement qu'au moment du réveil. C'est rétrospective. Mais pendant l'expérience onirique, généralement, on n'a pas de petit signal lumineux qui dit « Attention, ceci n'est qu'un rêve ». La réalité du rêve est aussi convaincante que la réalité de la veille, tant qu'on est dedans. Donc l'expérience vécue en elle-même ne suffit pas à faire le tri de manière absolue et immédiate. C'est ça. Sur le moment présent, impossible de trancher avec une certitude absolue basée uniquement sur la texture de l'expérience. Fascinant et un peu angoissant, peut-être. Si on ne peut pas se fier à l'évidence du monde extérieur comme le soleil, ni à nos convictions profondes sur le passé et le futur, ni même à notre capacité à distinguer le rêve de la veille, mais alors, où est-ce qu'on peut bien accrocher notre pensée? Y a-t-il quelque chose, une seule affirmation qui puisse résister à cet examen hyper rigoureux? Vers quoi le vénérable nous emmène-t-il après ce grand ménage? Eh bien, c'est exactement là qu'il veut en venir. Après avoir méthodiquement écarté toutes ces affirmations qui semblaient solides, mais qui ne passent pas le test de ces critères, Oui, il nous conduit vers ce qu'il considère comme la seule et unique affirmation qui satisfait parfaitement et indéniablement les trois conditions: expérience directe et individuelle, expérience universelle et immuabilité absolue. ah, la voilà enfin. Quelle est cette affirmation miracle? Cette affirmation, qui devient alors le véritable point de départ, le socle de la pensée bouddhiste telle qu'il la présente dans ce livre, eh bien, elle est d'une simplicité, presque déconcertante. C'est « je suis ici et maintenant ». Je suis ici et maintenant. C'est tout. Ça a l'air tellement évident, presque une phrase vide, une tautologie. On surface peut-être. Mais pour le vénérable, c'est cette affirmation-là et aucune autre qui constitue le roc, le seul point d'ancrage absolument certain dans notre expérience. C'est le point zéro de la certitude expérientielle, si on veut. Tout le reste va se construire à partir de là. D'accord, je suis ici et maintenant. La seule vérité indéniable selon ces critères exigeants. Alors il faut creuser. Il doit y avoir une profondeur cachée derrière cette apparente simplicité. Explorons ça. Décortiquons ce « je suis ici et maintenant ». Qu'est-ce que ça implique vraiment? Commençons par maintenant. Le temps. Comment le vénérable conçoit-il ce maintenant?
Il faut oublier l'image classique, la flèche du temps, qui va du passé vers le futur. Oui, la ligne droite. Pour lui, ce n'est pas ça du tout. Le temps, fondamentalement, c'est le changement, le processus de changement lui-même. Et ce changement, attention, ça c'est très surprenant dans son analyse, il opère dans un flux qui va du futur vers le passé. Pardon? Du futur vers le passé. Mais comment c'est possible? Ça va à l'envers de tout ce qu'on ressent. C'est très contre-intuitif, je suis d'accord. Il faut comprendre ce qu'il entend par futur et passé ici. Le futur, c'est comme un réservoir infini de potentialités, de tout ce qui pourrait être mais qui n'est pas encore arrivé, pas encore actualisé. D'accord, le potentiel. Voilà. Le passé, c'est l'ensemble de tous les changements qui ont déjà eu lieu, les potentialités qui se sont réalisées et qui sont donc figées, accomplies, révolues. Ok, le potentiel d'un côté, l'accompli de l'autre. Et le présent, le maintenant, alors? Le présent, le maintenant, c'est cet instant insaisissable, ultra fugace, où le changement s'opère. C'est le moment précis où une potentialité venant du futur devient une actualité, un fait accompli, qui bascule immédiatement dans le passé. C'est le point de transformation. Donc, le flux va du potentiel futur vers l'actuel, présent, qui devient immédiatement de l'accompli passé. Ah, vu comme ça, le sens futur-passé prend un sens. C'est le flux de l'actualisation. C'est exactement ça. On peut imaginer le futur comme un océan de possibilités. Le présent, c'est la vague qui déferle, l'instant où une possibilité devient concrète. Et le passé, c'est la trace que la vague laisse sur le sable, l'événement figé. Le mouvement va bien de la potentialité à l'acte, puis au résultat. C'est une manière de voir le temps qui met l'accent sur le dynamisme, sur la transformation incessante, plutôt que sur une durée qui s'étire. Tout à fait. Et ça, c'est directement lié à la première des 3 caractéristiques de l'existence, les trilakshana en sanskrit, qu'il va développer. C'est anitya, l'impermanence. Tout est flux, tout change sans arrêt. Le maintenant n'est pas un point fixe sur une ligne, mais c'est l'acte même de ce changement perpétuel. Compris. Anitya, l'impermanence. Le maintenant comme changement dynamique et constant. C'est une perspective très forte. Passons au deuxième terme. Ici, l'espace. Est-ce que l'analyse est similaire? Est-ce aussi quelque chose de dynamique, de relationnel? Tout à fait. L'approche est très parallèle. Pour le vénérable Gunmang Seojin, l'ici, l'espace, ce n'est pas un point fixe dans un vide absolu, un genre de boîte neutre dans laquelle il y aurait un moi indépendant qui se balade. Pas du tout. Alors c'est quoi ici? L'espace, l'ici, est fondamentalement défini par la relation. Ma position, mon identité même en cet ici, elle n'a de sens qu'en relation avec autre chose ou avec quelqu'un d'autre. Par la relation. Pouvez-vous donner un exemple? Oui, il donne des exemples très clairs dans le livre. Il dit « Ici, face à mon mari, je suis l'épouse. Mon identité ici est définie par cette relation. Ici, face à mon maître, eh bien, je suis le disciple. Mon ici et qui je suis dans cet ici sont codéterminés par la relation qui est active à ce moment-là. » Ah oui, je vois. Ce n'est pas une coordonnée géographique absolue, genre latitude, longitude. Non, c'est un nœud dans un réseau. Un point défini par les liens qui le connectent aux autres points. L'espace est relationnel. Ici dépend toujours d'un là ou d'un toi. Donc, si l'espace ici est défini par la relation, ça a une implication énorme pour le jeu. Le premier mot de l'affirmation « je suis ici et maintenant ». Si ici est relationnel, alors le jeu qui est ici, il l'est aussi. C'est la conclusion logique. Et elle est absolument centrale. Si mon ici n'existe que par la relation, alors le jeu qui expérimente cet ici est lui aussi déterminé par la relation, par le contexte, par le changement constant qu'on a vu avec Anitya. Et ça nous mène où? Ça nous mène directement à la deuxième des 3 caractéristiques de l'existence, Anatman, le non-soi. Anatman, le non-soi. Exactement. Puisqu'il n'y a pas de moi substantiel, fixe, indépendant des conditions, des relations, des changements, puisque le jeu est toujours conditionné par ici, la relation spatiale, et maintenant, le changement temporel, alors l'idée d'une âme éternelle, d'un soi immuable et séparé, ce que le brahmanisme appelle l'Atman et que le bouddhisme réfute explicitement, eh bien cette idée ne peut pas être soutenue par l'analyse de notre seule certitude. Je suis ici et maintenant. Donc le jeu n'est pas une chose fixe, une entité? Non. Le jeu, c'est plutôt une désignation pratique,
Une étiquette qu'on met sur un ensemble de processus physiques et mentaux qui sont en interaction constante, interdépendants et toujours en train de changer, toujours définis par la relation au temps et à l'espace. Il n'y a pas de chef d'orchestre permanent et indépendant derrière tout ça. D'accord, donc Anitya, l'hypermanence, c'est la nature du temps maintenant. Anatman, le non-soi, c'est la nature de l'espace ici et du jeu. On a un tableau où tout est flux, changement, interconnexion, relation. Il n'y a rien de fixe, rien d'isolé. C'est exactement ça. Une réalité dynamique et totalement interdépendante. Alors, si tout est comme ça, changement constant et existence purement relationnelle, quelle est la nature ultime de cette réalité antique ? Qu'est-ce que ça implique au fond ? Ça nous conduit logiquement à la troisième et dernière caractéristique, la troisième marque de l'existence, Nirvana Shanti. Qu'est-ce que ça signifie dans ce cadre précis ? C'est le point culminant, oui. La conclusion logique de l'analyse de « je suis ici et maintenant ». Nirvana Shanti, on traduit souvent ça par extinction sereine ou paix du nirvana. Mais pour bien saisir l'interprétation très spécifique qu'en donne le Vénérable ici, il faut analyser les termes. Allons-y, commençons par Nirvana. Nirvana, c'est la transcription d'un terme indien. Le Vénérable rapporte une étymologie possible qui viendrait du verbe nirva. Nir, ça voudrait dire dehors, out, et va, ça voudrait dire souffler, blow. Souffler de dehors, un souffle extérieur. Littéralement, oui. Un souffle doux venant de l'extérieur. Mais, curieusement, la forme nominale nirvana a fini par signifier extinction, comme une flamme qui s'éteint. C'est un peu paradoxal, non ? Un souffle doux qui éteint une flamme, normalement ça l'attise. Et c'est là que l'interprétation du Vénérable devient intéressante. Il dit « Si un souffle doux venu de l'extérieur éteint une flamme, c'est soit qu'elle était déjà en train de mourir, qu'il n'y avait presque plus rien à brûler, soit s'il restait du combustible mais que la flamme faiblissait, peut-être que ce souffle doux va d'abord la raviver juste assez pour qu'elle brûle tout ce qui reste, avant de s'éteindre complètement et définitivement. » Ah, donc dans les deux cas, ça mène à une extinction après que tout le carburant a été consommé. Précisément. C'est pourquoi le Vénérable propose de comprendre Nirvana ici comme une combustion complète. Une combustion totale. Combustion complète. C'est une image forte. L'extinction qui résulte de l'épuisement total du combustible. Et la deuxième partie du terme, Shanti, que signifie-t-elle ? Shanti, ça veut dire le calme, la tranquillité, la paix profonde, la sérénité, mais ça a aussi des connotations de clarté, de pureté, de limpidité. Donc Nirvana Shanti voudrait dire quelque chose comme la combustion complète mène au calme et à la clarté. C'est exactement ça. C'est l'état de calme profond et de lucidité parfaite qui résulte de cette combustion complète. Quand il n'y a plus rien à brûler, plus de fumée, plus d'agitation, la flamme de la souffrance et de l'illusion s'éteint. Il reste une paix totale, une clarté sans voile, plus de troubles, plus d'obscurité. D'accord, je comprends mieux l'idée de Nirvana Shanti comme état résultant de l'épuisement des causes de souffrance. Mais comment le Vénérable relie-t-il ça très concrètement à la nature fondamentale de la réalité qu'on a décrite comme ici et maintenant, comme changement, Anitya, et relation, Anatman ? Le lien ne me saute pas aux yeux immédiatement. C'est là qu'intervient un raisonnement assez subtil, une sorte d'expérience de pensée, on pourrait dire, basée sur cette idée de combustion complète poussée à son extrême limite. Une expérience de pensée. Oui, le Vénérable pousse la logique jusqu'au bout. Il dit « Imaginons cette combustion complète, cette extinction, de manière absolue. Si tout, absolument tout était consumé, s'il n'y avait plus aucune cause, plus aucun effet, plus aucune condition, plus aucune agitation, et si même, allons plus loin, si même le temps, Anitya, le changement incessant, et l'espace, Anatman, la relation fondamentale, devaient eux-mêmes cesser complètement dans cette extinction ultime, qu'est-ce qu'il resterait ? Rien. Le vide absolu. Le néant. Exactement. Absolument rien. Un néant total, inerte, vide de toute manifestation, de toute existence. Ce serait le calme et la clarté absolue du non-être, une sorte de trou noir conceptuel, où même l'espace et le temps auraient disparu. D'accord. Le néant absolu, si même le temps et l'espace cessaient. Un état de rianitude totale. Voilà. Mais, et c'est là le retournement logique crucial. Mais quelle est notre expérience fondamentale ? La seule chose dont on soit absolument certain,
comme on l'a établi au début. C'est « je suis ici et maintenant ». Exactement. Je suis ici et maintenant. Le monde existe, nous en faisons l'expérience directe. Le changement, anitya, se produit à chaque instant. Les relations, anatman, structurent notre existence ici. Donc, le néant absolu, cet état de rianitude totale, ce n'est pas notre expérience. Non, effectivement, on expérimente quelque chose, pas rien. À conséquent, conclut le Vénérable par ce raisonnement a contrario, le fait même que nous expérimentions « je suis ici et maintenant », le fait même que le monde existe pour nous sous cette forme, eh bien ça démontre que l'existence, telle que nous la vivons, est nécessairement, intrinsèquement et uniquement constituée de quoi? De ce qui s'oppose au néant total, le temps, c'est-à-dire le changement, anitya, et l'espace, c'est-à-dire la relation anatman. Ah, je crois que je saisis mieux le lien maintenant. L'existence même de notre expérience ici et maintenant prouve que la réalité n'est pas le néant absolu, et donc elle doit être faite de ce qui la constitue fondamentalement, le changement et la relation. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. C'est précisément l'interprétation proposée ici, Nirvana Shanti, la troisième caractéristique, devient alors non pas tant une description d'un état futur à atteindre, mais une reconnaissance profonde et lucide de la nature fondamentale de la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. Tout existe parce que et en tant que changement et relation. C'est la trame même de l'être, il n'y a pas de substance fixe derrière, pas d'autre fondement. C'est une définition de la nature ultime de la réalité qui est déduite logiquement de notre seule certitude expérientielle. C'est puissant comme raisonnement. Très puissant. Et ces trois caractéristiques qu'on vient de voir, anitya, impermanence, le temps comme changement, anatman, non-soi, l'espace et le soi comme relation, et cette compréhension de nirvana shanti, comme affirmation de cette base changeante et relationnelle, elles s'articulent tout ensemble pour expliquer et illustrer le concept absolument central du bouddhisme. Lequel? C'est le pratiti samutpada, l'origine interdépendante ou la coproduction conditionnée. Pratiti samutpada, l'origine interdépendante, c'est cette idée fondamentale que rien n'existe en soi, de manière isolée, mais que tout apparaît, tout existe en dépendance mutuelle d'autre chose, dans un immense réseau de causes, de conditions, d'effets. C'est exactement ça. Chaque phénomène, chaque chose, chaque pensée, chaque événement, tout surgit parce que certaines conditions sont réunies. Tout existe en relation avec d'autres phénomènes. Et tout est constamment soumis au changement, anitya. C'est la loi fondamentale, le dharma pourrait-on dire, qui régit absolument toute existence, telle que le Vénérable l'a déduit de son analyse rigoureuse de cette unique vérité de base. Je suis ici et maintenant. Donc les trois caractéristiques, les trilakshana, anitya, anatman, nirvana shanti, ce sont en fait différentes facettes, différentes manières de décrire cette loi universelle de l'interdépendance, le pratiti samutpada. On peut le voir comme ça, oui. Elles décrivent les qualités intrinsèques de tout ce qui surgit selon cette loi. Tout est impermanent, tout est sans soi propre et donc relationnel, et la nature ultime de cette réalité relationnelle et changeante est comprise à travers Nirvana Shanti. L'ensemble forme une vision cohérente. C'est une vision du monde incroyablement intégrée, oui, qui part de ce point minimaliste, je suis ici maintenant, et qui déploie toute une compréhension de la réalité comme processus dynamique et interdépendant. Ça contraste assez fortement avec une certaine approche scientifique classique, non ? Je pense notamment à la physique, qui a longtemps cherché à décomposer la matière pour trouver la brique élémentaire, la particule ultime, indivisible. Oui, le contraste est frappant. La quête du fondamental en science a souvent été la quête de l'unité la plus petite, la plus simple, supposée exister en soi, indépendamment du reste. Et le vénérable Gonmeng Seoljin, justement, il suggère que cette perspective bouddhiste pourrait peut-être offrir une piste de réflexion intéressante pour la science elle-même. Ah oui ? Comment ça ? Eh bien, au lieu de chercher sans fin cette particule ultime, cette chose fondamentale qui existerait de manière indépendante, ne serait-il pas plus fécond ou au moins complémentaire de considérer que ce sont peut-être les relations fondamentales elles-mêmes, ou les processus dynamiques de changement qui constituent la réalité la plus fondamentale ?
Donc passer de la recherche de l'objet ultime à la recherche de l'interaction ultime, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. La loi de l'origine interdépendante, le Pratityasamutpada, elle nous dit que tout n'est que changement et relation. Il n'y a pas de choses derrière qui auraient ensuite des relations. La relation et le changement sont ce qui est. Le Vénérable suggère: et si la science, au lieu de chercher la plus petite brique indivisible, se concentrait davantage sur la compréhension des lois fondamentales de la relation et du processus? Si elle pensait plus en termes de réseau dynamique et d'interdépendance qu'en termes d'unité isolée? Ça pourrait changer la manière de poser les questions, de chercher les réponses. Peut-être. Il suggère que ça pourrait ouvrir de nouvelles voies, passer d'une recherche parfois très abstraite, très éloignée de l'expérience vécue, à une étude plus profonde de la nature dynamique et relationnelle de la réalité telle qu'elle se manifeste concrètement, ici et maintenant. Voir le monde moins comme une collection d'objets statiques et séparés, et plus comme un flux incessant d'événements interdépendants. Passer de la quête de l'unité fondamentale à la compréhension des relations fondamentales. C'est une proposition qui donne à réfléchir, c'est sûr. Ça invite à, peut-être, à changer de paradigme. Bon, si on essaie de récapituler un peu ce parcours dense qu'on a fait aujourd'hui, en suivant les enseignements du vénérable Goun Mayong Seojin dans son livre « Je suis ici et maintenant », on est parti d'une recherche qu'est-ce qu'une vérité vraiment fiable? C'est ça, avec des critères très stricts. Expérience directe, individuelle, mais aussi universelle, et surtout immuable. On a vu que nos évidences habituelles, le monde avant-après nous, le soleil, la distinction rêver-réalité, ne passaient pas ce test. Elles achoppent toujours sur un des critères. Pour finalement arriver à la seule affirmation qui résiste. Je suis ici et maintenant. Le point de départ incontournable. Le socle. Et l'analyse de cette simple phrase nous a ouvert les portes des 3 caractéristiques de l'existence. Maintenant, nous a révélé Anitya, l'impermanence, le temps comme changement constant du futur vers le passé. Tout à fait. Ici et le je nous ont menés à Anatman, le non-soi, l'espace et l'identité comme étant purement relationnels, sans substance propre. Exact. Et enfin, la 3e caractéristique, Nirvana Shanti, interprétée ici comme la reconnaissance lucide que cette nature changeante et relationnelle est la trame même de toute existence, prouvée par le fait même que nous expérimentons quelque chose plutôt que le néant absolu. Une reconnaissance qui mène à la paix et à la clarté. Et tout cela, ces 3 sauts, convergent vers la loi fondamentale du Pratityasamutpada, l'origine interdépendante. Tout est flux, tout est relation. C'est une architecture de pensée très cohérente, oui, construite sur cette fondation expérientielle minimale mais solide. Et ça débouche assez naturellement, je trouve, sur une question, une sorte de pensée à emporter avec nous, à méditer peut-être. Oui, laquelle? Si on essayait, consciemment, d'adopter cette grille de lecture dans notre vie de tous les jours. Si on essayait de regarder le monde, les autres et nous-mêmes, non plus principalement à travers le filtre des objets séparés, des identités fixes, des choses solides, mais plutôt à travers ce prisme du changement constant, de l'impermanence, Anitya, et de l'interconnexion fondamentale, de la relation, Anatman Pratityasamutpada. Comment ça changerait notre expérience? Justement, comment est-ce que ça pourrait transformer concrètement notre façon de vivre les choses? Notre rapport aux événements, qu'ils soient agréables ou difficiles, notre relation aux autres, notre relation à nos propres pensées, nos émotions, qui elles aussi sont impermanentes et conditionnées. Qu'est-ce que ça changerait au quotidien de voir la réalité avant tout comme flux et interdépendance? C'est une question très profonde en effet, qui ouvre des perspectives très pratiques sur la manière d'être au monde. De quoi réfléchir longtemps. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse vraiment éclairante basée sur les enseignements du vénérable Gogun Seojin et son livre « Je suis ici et maintenant ». Merci à vous. C'était passionnant de déplier cette pensée. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive. Nous espérons que cette exploration vous a intéressé et stimulé.